Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Impact, le podcast du laboratoire Pacte à Grenoble. Dans cette 4e saison, nous allons décortiquer ensemble les sciences participatives. Quels en sont les cadres, les expériences à des niveaux locaux ou internationaux. Dans cet épisode, nous mettons à l'honneur le Parc national des écrins. Ensemble, on se demande comment monter un projet et le financer. Bonne écoute. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui, nous avons avec nous Marc Langenbach. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, vous êtes enseignant-chercheur et géographe à l'UGA et vous travaillez notamment sur les questions de tourisme sportif. Aujourd'hui avec vous, on va discuter de comment monter un projet de sciences participatives et aussi comment le financer. Donc pour commencer, on rappelle que votre étude porte sur l'étude des traces numériques. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est ? Bon, alors, assez rapidement, les traces numériques, on va dire que ce sont les empreintes qui sont laissées derrière soi lorsqu'on navigue sur Internet ou lorsqu'on recourt à un service à partir d'un terminal numérique. Dès qu'on a une interaction avec un terminal numérique qui est en partie connecté. Et puis, on y ajoute aussi la notion de géonumérique, puisqu'on peut les appeler ainsi quand elles sont localisées ou géolocalisées. Et pour ça, on va utiliser un référent qui est souvent une clé en longitude et en latitude. À l'intérieur de ces traces numériques, on va inclure ce qu'on appelle les informations géographiques volontaires, mais aussi involontaires. C'est-à-dire qu'ils sont des catégories d'informations qui sont laissées sans que l'on ait explicitement donné notre accord et qui sont récupérées par tout un tas de gestionnaires de plateformes ou de dispositifs et dont nous, ensuite, géographes, et en tout cas chercheurs en sciences humaines et sociales, on va pouvoir bénéficier dans le cadre de nos différentes études ou travaux de recherche. Et justement, dans le cadre de vos travaux, est-ce que vous pouvez peut-être redonner quelques éléments de contexte sur en fait, quelles sont les traces en particulier que vous étudiez, où est-ce qu'elles sont situées, qu'est-ce que vous allez en faire, enfin, un petit tour d'horizon en fait, plus concret de votre projet. Alors nous, on est spécialisés sur les travaux dans le domaine des loisirs sportifs dans des milieux naturels, ruraux, mais aussi montagnards. Et donc, de fait, on va plutôt pencher vers les traces numériques qui sont partagées à propos de ces pratiques de loisirs sportifs sur des plateformes ad hoc. On va parler ici de plateformes telles que Visorando, OpenRunner, ou de tous les producteurs de données via les fabricants de matériel qui produisent directement des traces numériques, c'est-à-dire Garmin, Suunto, Polar. Et ensuite, on va essayer de récupérer ces traces qui sont essentiellement sous la forme de tracés GPS, mais qui peuvent aussi comporter des données textuelles liées à l'expérience qui a été vécue ou puis partagée par les pratiquants des loisirs sportifs de nature sur ces différentes plateformes. Sur OpenRunner, par exemple, on peut poser une trace et puis on peut la commenter derrière, on peut y donner une information qualitative à ce tracé GPS. La question du travail sur les données, elle pose aussi la question du travail sur du coup, la loi, le juridique. Est-ce que c'est facile finalement d'arriver à travailler avec ces données dans le cadre de la loi RGPD ? Je ne saurais pas si c'est facile. En tout cas, c'est pas difficile de notre point de vue. Alors, elles ont a priori différents caractères, ces données. Lorsqu'elles sont partagées sur des plateformes gratuites, libres, collaboratives, où elles sont déposées librement par les pratiquants, on estime que les récupérer dans leur ensemble, ce n'est que utiliser des données qui sont d'ores et déjà disponibles en ligne. Donc, celles qu'on va trouver sur des plateformes gratuites, collaboratives, on les récupère sans trop de difficultés, ou lorsque elles nécessitent parfois une contractualisation pour les récupérer, on va passer par un partenariat avec le propriétaire et le producteur de ces données qui va les anonymiser lorsqu'il va nous les transmettre. L'anonymisation, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut déjà consister à enlever le pseudonyme ou alors à conserver la pseudonymisation si elle est suffisante. Et elle peut aussi consister à supprimer les premiers 500 ou 1000 mètres de la trace pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à un lieu particulier. Ouais, comme la maison, par exemple. Comme sa maison, par exemple. Ouais. Le projet dont vous allez nous parler aujourd'hui, c'est un projet qui a eu lieu en collaboration et sur le territoire du parc des écrins. Est-ce que vous pouvez revenir un peu à la genèse de ce projet ? Alors oui, c'est en collaboration très forte avec le Parc national des écrins. Déjà parce que le dispositif qu'on a visé à l'ANR, SAPS, pour Sciences avec
et pour la société nécessitait obligatoirement d'avoir un co-requérant issu de la société civile. Donc de fait, c'était obligatoire pour ce dispositif-là et ça tombait très bien parce qu'on a des partenariats assez longs avec le Parc national des Écrins dans plusieurs projets menés à Pacte. Dans un projet principal sur l'utilisation des refuges de montagne comme des observatoires du changement climatique où on collabore avec le service scientifique du parc depuis 7 ans, mais aussi dans les travaux sur le tourisme scientifique menés par d'autres collègues qui sont menés là aussi en partenariat avec le service scientifique du parc. Et dans les deux cas, on en est arrivé à faire le constat que l'étude de la fréquentation des espaces naturels à l'intérieur du parc, donc de petits périmètres à l'intérieur du parc, nécessitait d'adapter les outils qui jusqu'alors avaient été utilisés pour quantifier la fréquentation, des dispositifs in situ tels que des photocomptages, des tapis compteurs ou le fait de localiser des experts, quelque part des stagiaires le long des sentiers, n'était plus opérant ou avait perdu en tout cas en pertinence au fil du temps et que ça nécessitait aussi pas mal de ressources humaines et de compétences pour pouvoir être mené à bien, mais qu'en parallèle de ça, on voyait arriver la pratique de la randonnée ou des loisirs sportifs à l'intérieur du parc à l'aide de dispositifs tels que des montres GPS, des téléphones, enfin un guidage via une interface connectée, et que de ce côté-là, on pouvait potentiellement récupérer beaucoup d'informations une fois qu'on avait mis en place une méthodologie ad hoc. Et en parallèle, le parc avait aussi lancé son propre système de cartographie, GeoTrek, où il propose des itinéraires de randonnée à l'intérieur de leur territoire et ce faisant, ils peuvent aussi commencer à quantifier le nombre de traces qui sont téléchargées, qui sont partagées, qui commençaient à avoir une vraie expertise en la matière. Voilà, donc nos interactions régulières avec eux ont fait qu'on a fini par se poser la question en commun de comment mener ce projet-là. Et en plus, il y avait un dispositif qui nous intéressait, qui était ouvert pendant la même période auprès de l'ANR. Alors je me pose une toute petite question de curiosité vis-à-vis de l'utilisation de ces données et leur collecte. Dans le cadre de cette étude qui est basée au Parc des Écrins, donc dans un territoire de montagne, est-ce que le réseau en fait, est suffisant pour pouvoir utiliser ce type d'outils ou est-ce que c'est un frein ? Les deux. Là, il y a une vraie difficulté. C'est au départ, le Parc des Écrins avait été même contacté par des opérateurs téléphoniques qui a un service qui propose d'utiliser des données d'itinérance pour mesurer la fréquentation d'un espace naturel, mais qui effectivement s'appuie sur un territoire où la réception téléphonique est quasi nulle. Donc ce système s'appelle Fluvision. On essaie de le refourguer à tous les espaces naturels de France, mais il y a des endroits où il n'est pas du tout opérant et où c'est une pure transposition d'une méthodologie qui a été testée ailleurs sur tous les territoires. Donc ça a aussi titillé la curiosité des collègues du parc, mais très vite ils ont compris qu'il y avait trop de limites pour que ce soit opérant. Pour les téléphones portables, donc ça marche pas, mais par contre la couverture GPS, elle marche partout a priori, et c'est son intérêt. Donc les terminaux tels qu'une montre ou un téléphone, au mieux ils vont capter le signal et puis ils vont l'enregistrer quand il y a de la couverture téléphonique, et au pire ils vont juste enregistrer les points de passage GPS durant toute notre sortie, et puis ils vont les transmettre ou les enregistrer en ligne, les publier lorsque le terminal retrouve de la connexion de retour à la maison ou ailleurs. Donc ça pose pas réellement de soucis. Qu'est-ce qu'on observe dans la démarche de recherche ? Quelles sont les premières conclusions auxquelles vous arrivez en étudiant ces traces numériques ? Outre les travaux menés au sein du parc, ça fait qu'une petite année qu'on travaille sur l'usage de ces traces géonumériques dans les loisirs sportifs. Donc on commence à peine à avoir quelques premières conclusions. Il y a déjà au départ pas mal de phases de travail à mener pour pouvoir nettoyer ces traces et ces données. On a surtout fait ça pendant un an, essayer de comprendre quelles étaient les aberrations, comment rendre ces traces particulièrement parlantes. Souvent, les gens oublient d'éteindre leur GPS, donc on va avoir un trait à 90 km/h le long de l'autoroute jusqu'à la maison, où on va des GPS qui vont perdre le signal et qui vont le récupérer 1 heure après. Donc là aussi, ils vont se dépasser à 1000 km/h sur 10 km. Donc on a des traces qui sont quand même assez remplies d'anomalies. Donc on a d'abord eu un gros travail de nettoyage et de mise en forme de ces traces-là avant de commencer à pouvoir les traiter.
Alors là, les premiers croisements qu'on essaye de faire, ce qui est intéressant, c'est que comme elles sont horodatées, toutes ces traces, précisément, c'est-à-dire que le début, la fin, mais aussi chaque point où le GPS a enregistré des coordonnées et horodaté, on peut précisément voir les moments forts de fréquentation des espaces naturels en fonction de différentes catégorisations d'espaces. Espaces urbains, périurbains, de moyenne montagne, de haute montagne. Et qui dit aussi horodatage dit datage, forcément. Et donc, on va avoir aussi des liens possibles avec les évolutions de la météo et plus particulièrement du climat. Et c'est ce qu'on essaie de voir là actuellement. On essaie de croiser par exemple les évolutions dans le temps. Donc les traces qu'on a, elles remontent à 2018. Donc on est maintenant à 5 années. Les 2 premières années, elles sont montées un peu en puissance, donc on n'avait pas énormément d'échantillons, mais depuis 3 ans, on a un volume de données qui est assez stable. Donc on arrive à voir les évolutions dans la saison de la fréquentation sur ces 3 années. On arrive à voir donc quels sont les jours qui sont les plus sujets à fréquentation, voire à surfréquentation pour différents espaces naturels. Et quelles sont dans les 3 dernières années l'évolution de ces fameuses journées qui correspondent à des week-ends de printemps ou d'été. On va voir aussi parfois une montée en altitude de différentes activités. On va voir ce phénomène un peu de recherche de fraîcheur. On va voir des espaces de haute montagne qui gagnent en fréquentation en altitude. On va voir aussi, par exemple, des liens entre couverture végétale et fréquentation des espaces naturels, typiquement suivant un effet de recherche du froid. On va voir une évolution de la fréquentation de certains sentiers qui sont en sous-bois, par exemple. Et à l'inverse, une raréfaction ou une diminution de la fréquentation pour les espaces découverts qui potentiellement vont être plus difficiles à fréquenter lorsqu'on est en pleine canicule ou qu'il fait très chaud. Donc on arrive à voir là des premiers croisements avec la météo et potentiellement avec le climat, à condition d'être sur une période suffisamment longue. On voit aussi apparaître des effets de divagation. C'est surtout ça qui était intéressant pour le Parc national des Écrins, c'était de pouvoir documenter ce qu'il n'arrivait pas à documenter avec les dispositifs ad hoc. Quand on met un tapis compteur sur un linéaire de sentier, on ne sait pas si les gens passent à côté du tapis compteur, s'ils passent à quelques mètres. Et pourtant, s'ils sont suivis par leur montre GPS, on peut savoir où ils vont. Il y a quand même des questions de précision avec le signal GPS. On se rend compte que souvent, malgré le fait que le dispositif capte entre 3 et 7 GPS minimum, la trace, elle va avoir une marge d'erreur de 5 à 8 mètres. Donc cette divagation, on va commencer à la documenter quand réellement les gens vont couper un virage ou quand ils vont traverser un bois ou un sous-bois. Donc ça, on peut le voir. On peut voir où les gens vont avoir un impact sur des espaces naturels protégés, de petits espaces, des réserves naturelles, des zones Natura 2000. On va voir aussi les conflits d'usage. On va pouvoir voir se télescoper les pratiques typiquement de randonnée pédestre et de vélo. On a partagé nos traces entre 3 catégories. Donc on a marché, courir et on a pédalé. Et depuis quelques mois, on a les traces hivernales pour le ski de randonnée. Alors, ce qu'on a pu jusqu'à maintenant montrer, c'est qu'il y a quand même parfois un télescopage dans certains points chauds de la pratique du vélo et de la pratique de la randonnée pédestre. Et là aussi, à moins de mettre un expert au bord du sentier ou une vigie, on n'avait pas d'idée de ce point de croisement et ça, on peut le voir apparaître. C'est intéressant parce que ça n'est pas sans rappeler un épisode qu'on a tourné l'année dernière sur l'évolution et l'adaptation des territoires de moyenne montagne face au changement climatique. Est-ce que, par exemple, ces conflits d'usage et ces télescopages entre randonnées, entre cyclistes, c'est des choses qu'on voit justement dans ces territoires où ils doivent, par exemple, se passer du tourisme tout ski, ou est-ce que peut-être il n'y a pas forcément de lien ? Ouais, alors pour le moment, on ne s'est pas réellement focalisé sur la station. D'ailleurs, c'est un angle mort de base. On a choisi de le mettre de côté. On n'a pas encore réellement d'éléments. Alors, outre notre travail avec le Parc des Écrins et nos travaux fondamentaux sur les traces numériques, on travaille aussi avec la métropole grenobloise. Et notamment, on a une placette, c'est-à-dire un point chaud autour du col de Porte. Justement, là, au jour d'aujourd'hui, on a des étudiants qui essaient de croiser toutes les données qu'on a sur les journées depuis 2020 jusqu'à 2023, toutes les traces récupérées autour du col de Porte pour voir si entre fréquentation hivernale et fréquentation estivale, les gens suivent les mêmes itinéraires, si la divagation est différente en ski de randonnée qu'en randonnée pédestre ou en trail, et s'il y a des impacts particuliers avec la faune ou les observations faunistiques à cet endroit-là. Mais on n'a pas réellement encore de conclusions qui peuvent nous amener à penser que la diversification des pratiques, que l'adaptation au changement climatique telle qu'elle a été réfléchie ou stratégisée par les différents décideurs a un effet sur l'usage des traces. Pour revenir sur la science participative, moi la question que je me posais aussi, c'est que là vous prenez des traces numériques qui sont sur Internet en libre accès.
en gros. Est-ce que vous avez peut-être envie, dans les prochains mois, les prochaines années, de fidéliser en quelque sorte des randonneurs, des cyclistes, des randonneurs à ski, pour vous livrer plus d'informations précises, et notamment si on ne parle pas d'enquête semi-directive, en tout cas de répondre à quelques questionnaires ou voilà, d'aller plus loin que ces traces numériques-là? Oui, il y a plusieurs manières d'aborder les traces numériques. On a des collègues qui vont les aborder sur un angle très micro, presque avec une approche anthropologique de production de la trace, qui, sur un échantillon restreint de pratiquants, vont viser à comprendre comment et pourquoi les pratiquants vont se diriger vers un espace naturel plutôt qu'un autre, et ensuite, quels vont être leurs comportements au quotidien lorsqu'ils enregistrent leurs traces. Est-ce qu'ils évitent sciemment des portions d'espace? Voilà. Nous, on est plutôt à l'inverse, sur une approche basée sur des gros volumes de données, en essayant de tirer des conclusions grâce justement à cette population particulièrement représentative et importante, ce qui implique du coup le recours à des outils de traitement cartographique, de récupération automatisée des traces via le scrapping ou via le partenariat avec ces plateformes. Et donc ça, c'est là pour nous là, une des puissances du dispositif, c'est ça, c'est de pouvoir, parce qu'on a aussi la chance de pouvoir le faire via un partenariat avec le ministère des Sports qui a récupéré ces traces. On s'appuie donc sur 9 millions de traces GPS, qui est un volume qui est en fait quasi exhaustif, puisque le dispositif Outdoor Vision, on a tout récupéré, ce qu'ils nous ont fourni. Donc là, ça pour nous, c'est vraiment un angle d'approche privilégié. En parallèle, on a effectivement aussi essayé de comprendre quels étaient les usages des dispositifs via une enquête qui vient de se terminer. À peu près le questionnaire est en train de se fermer ces jours-ci. Et puis on va commencer à étudier ces usages. Et entre l'exploitation du gros volume de données, la compréhension des usages des dispositifs, de la connexion des pratiquants, ensuite, la troisième étape pour nous, ce serait effectivement d'associer des pratiquants ou des collectifs de pratiquants, par exemple des fédérations, des clubs, ou des usagers des différentes plateformes, typiquement Camp to Camp. Ils veulent comprendre ce que les gens cherchent sur leur outil, comment améliorer leur fonctionnalité, et surtout derrière aussi comment participer à la connaissance de l'évolution des pratiques dans des milieux naturels qui évoluent suite au changement climatique. Donc nous, en essayant ensuite d'échanger avec les producteurs de traces ou les représentants d'usagers, donc tels que des fédérations, l'idée c'est aussi de les associer aux conclusions de nos études et d'améliorer quelque part les manières de fréquenter les espaces naturels dans une période où leur fragilité nous apparaît quand même assez criante et où la fréquentation, voire la surfréquentation, mais qu'on prend un peu avec des pincettes, est particulièrement visible. Là, vous nous donnez des choses très factuelles. La méthodologie scientifique de l'interprétation de la trace, votre recherche en collaboration avec le Parc des Écrins, qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'elle mette en place? Qu'est-ce qui va en sortir ensuite une fois qu'on a ces faits-là? Pour le parc, l'idée, telle qu'on l'avait conçue dans notre projet participatif, c'était in fine terminé par une amélioration des outils d'aide à la décision à disposition des agents et des cadres du parc des Écrins pour encadrer, réaiguiller, maîtriser la fréquentation à l'intérieur des différents espaces du parc ou des espaces qu'ils ont en gestion. Ça va de la zone cœur de parc aux réserves naturelles telles que celle du Lovitel, mais aussi des différents espaces Natura 2000. Et donc voilà, pour eux, c'était vraiment comprendre, recomprendre la fréquentation de leurs espaces pour améliorer leurs outils d'aide à la décision. Aussi former les techniciens du parc à l'usage des dispositifs numériques, comment les gens s'en servent, qu'est-ce que ça implique sur place. On se rend compte aussi que les lieux de médiation, les dispositifs qui sont mis en place, les panneaux, les informations, sont pas forcément les premières sources d'informations pour les pratiquants, et c'est bien souvent le descriptif d'une randonnée sur Visorando qui va servir de seule interface entre le consommateur et le lieu vers lequel il va se diriger pour son activité récréative. Et puis voilà, pour les pratiquants, c'est vraiment essayer aussi de quelque part les sensibiliser via les collectifs qui les structurent, les sensibiliser à l'usage de ces traces, et quelque part aussi, derrière, on attendrait à ce que les collectivités prennent à bras-le-corps cette idée de traces numériques en essayant de réguler leurs usages, ce qui est pour le moment une vraie question. On a mené quelques travaux en Écosse avec un collègue l'année dernière, où à l'inverse, les institutions qui gèrent par exemple la pratique du VTT ont pris à bras-le-corps cette question de régulation, sont modérateurs d'applications privées, mais ils ont accepté de payer un abonnement et ils sont modérateurs et ils suppriment des traces régulièrement.
et activement, ce que le régulateur, pour le moment, se refuse à faire côté français, mais qui commence quand même à être discuté par différentes collectivités, puisque, encore une fois, les plateformes telles que, je parle toujours de celle-ci, mais Visorando, qui occupe une place importante pour la randonnée pédestre, typiquement, les responsables de Visorando sont bien conscients que les gens utilisent cette source-là pour se rendre quelque part, au mépris de la lecture d'une carte ou de la connaissance d'un milieu et de ce que ça peut impliquer. L'idée aussi, c'était aujourd'hui de comprendre comment est-ce qu'on arrivait à financer un projet de sciences participatives. Donc là, on a compris le fondement de votre recherche, ce qu'il allait en advenir. Comment est-ce qu'on fait pour financer alors un tel projet ? Alors, on a fait appel à plusieurs sources de financement pour nos travaux sur les traces numériques. On a eu déjà l'appui du LabEx ITEM, qui nous a financé un postdoc pendant 1 an, le postdoc de Robin Lenné, plus un accompagnement pour les différents actes de recherche. On a aussi été contacté par le ministère des Sports, qui, là aussi, pour le laboratoire PACT et pour l'équipe qui est installée au CERMOSEM, s'appuie sur un partenariat historique, puisque le ministère des Sports possède un pôle ressources national pour les sports de nature qui est installé à Vallon-Pont d'Arc, donc à une 30aine de kilomètres d'une antenne du laboratoire PACT en Ardèche, et que depuis longtemps, il y a des partenariats d'expertise notamment avec le ministère. Et donc en 2022, le ministère est venu nous voir en disant voilà, nous on aimerait connaître la portée des traces qu'on récolte depuis 5 ans via Outdoor Vision, et on sait que vous avez des compétences cartographiques, des compétences thématiques. On aimerait essayer d'avoir une idée un peu de ce qu'elle représente d'un point de vue statistique. Donc là, on a un financement de ce côté-ci. Donc c'est déjà un financement un peu pluriel. Des liens via des travaux avec la métropole de Grenoble nous ont aussi amené à monter un projet de recherche-action avec eux. Et puis, comme je vous l'ai dit, ensuite, on espère trouver un moyen de concrétiser les partenariats qu'on a avec le Parc des Écrins et de mener ça bien dans le temps, si on peut, d'ici quelques années. Alors, vous avez mentionné Robin Lenné qui a travaillé avec vous, qui devait être là aujourd'hui, mais qui n'a pas pu nous rejoindre. Combien est-ce que vous êtes concrètement derrière ce projet ? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont encore dans l'ombre. Ouais, on est 5, effectivement. Merci. On est 3 permanents du laboratoire PACT, Pascal Mao, moi-même et Nicolas Robinet, qui est ingénieur cartographe. Robin Lenné, qui nous a rejoint pendant 1 an au sein du laboratoire PACT, postdoc. Et puis, à côté de ça, on travaille avec Hugues François d'INRA et Grenoble, qui est spécialiste de la cartographie dans les milieux de montagne et de la gestion de gros volumes de données. Et voilà. Et on est donc tous les 5 associés à ces projets. Alors, pour conclure, est-ce que tous les 5, vous avez déjà produit quelques résultats, quelques rendus que nos auditeurs pourraient éventuellement aller consulter suite à cet épisode ? C'est en cours. On est en train de soumettre nos premiers articles. On a fait quelques présentations régulières dans des conférences. Robin a présenté effectivement à PACT une fois nos travaux. Les premières publications, que ce soit des publications techniques ou des publications scientifiques, interviendront au cours de l'année 2023 et elles seront très rapidement disponibles. On va notamment publier un rapport qui fait suite à l'enquête sur les usages des dispositifs connectés dans les loisirs sportifs de nature, qui récapituleront des usages aussi bien d'un point de vue anthropo et sociologique, mais aussi des usages d'un point de vue géographique, comment et pourquoi on partage des traces, pourquoi on l'enregistre, pourquoi on la partage et qu'est-ce qu'on partage. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous aujourd'hui. De rien, merci à vous pour les questions. Impact saison 4, épisode 4, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que l'échange vous a plu et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Sarah Mekjean pour parler de cooctorialité dans la recherche. En attendant, n'hésitez pas à découvrir et partager nos précédents épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite dans Impact, le podcast pour comprendre les sciences sociales.